Que ce soit de la photographie sportive, de la macro, du paysage ou encore de la pose longue, toutes ces photos ont un point commun, elles ont été prises avec le même appareil photo. Et pourtant, quand je l'ai reçu, je pensais vraiment pas pouvoir l'utiliser dans autant de conditions avec un tel niveau de qualité d'image. Parce que sur le papier, ce n'est vraiment pas l'appareil photo auquel on pense quand on parle de photographie sportive, de mouvement ou encore de photographie en extérieur. Perso, à ce moment-là, pour ce type de situation, j'aurais plus pensé à un Canon R5, un Sony A9 III ou un A7R. Et quand on parle de prestige, de l'excellence, de la qualité d'image, plus Leica et Hasselblad, et en l'occurrence, ça tombe bien parce que ces photos, elles ont été prises avec le Hasselblad X2D2. Cela fait maintenant quelques semaines que je le teste, ce Hasselblad, et plutôt que de te faire une énième présentation technique, on va plutôt reprendre toutes les photos que j'ai pu faire avec, on va découper ça en différentes catégories et on va voir quelles sont les forces et les faiblesses de ce boîtier. On commence avec la photographie sportive, c'est vraiment la chose que je ne pensais pas faire avec ce boîtier pour plusieurs raisons. Déjà de 1, c'est que ce n'est pas du tout un boîtier qui est vendu pour ça, et de 2, j'ai entendu quand même pas mal de retours qui disaient que l'autofocus ne suivait tout simplement pas dès que le sujet était trop rapide. Pour moi, l'une des choses les plus importantes dans la photographie sportive, ça va être l'ergonomie, parce qu'on a besoin d'être efficace, il faut que tout tombe sous la main pour qu'on puisse rapidement, pourquoi pas, changer de collimateur, changer de sujet de détection ou encore modifier notre vitesse de rafale. Et en l'occurrence, l'ergonomie sur ce boîtier, franchement, c'est l'une des meilleures que j'ai eues entre les mains. En fait, quand tu le regardes, il est hyper sobre, on n'a pas beaucoup de boutons, sauf qu'en fait, tout est bien optimisé. Et puis, il y a une énorme différence, c'est que les molettes, donc au niveau de l'obturateur et de l'ouverture, elles sont cliquables. Par exemple, moi, j'ai mis les collimateurs ici, et puis à l'arrière, notre sujet de détection. Donc, grosso modo, ça va très vite et on peut d'ailleurs naviguer avec le tactile. Ça, c'était un jeté à ma compétition d'escalade. Alors moi, j'avais terminé ma vague, donc j'en ai profité pour faire quelques photos. Et je peux te dire que ça va très très vite. Il faut imaginer qu'une personne se lance sur une prise. Et regarde, j'ai quand même beaucoup de photos réussies. On est toujours bien net. Ici, ça va très vite, cet endroit-là. Toujours OK. Et là, ça y est, elle lâche la prise. Alors là, pour le coup, on est flou. Donc là, ici, on est bon. On peut même voir qu'elle tire la langue. La grimpeuse, elle est littéralement dans le vide, comme on peut voir. Et la réception sur le tapis, on est toujours bon. Encore une chute, au début, ça suit bien. On est parfaitement net. Tu vois, c'est hallucinant le niveau de détail. Donc là, pendant la chute, on est bon. Par contre, à ce niveau-là, et là, ça y est, c'est flou. Et après, réception sur le tapis et récupère le point. C'est parfaitement net. L'autofocus, ce n'est pas le meilleur du marché, il n'est pas infaillible. J'avoue que j'ai quand même pas mal de photos qui sont ratées lorsqu'on a des mouvements qui sont vraiment très rapides. Mais par contre, il reste très bon. Sur la plupart des sujets, ça fonctionnera très bien. Bon, maintenant, il y a un truc qui reste problématique, c'est la rafale. 3 images par seconde, c'est clairement pas assez pour décomposer une chute. Parce qu'une chute d'un grimpeur, ça dure à peine une demi-seconde. Et depuis tout à l'heure, je te le montre, ça suffit largement. Là, on peut voir qu'elle vient de perdre les pieds. Donc les mains, hop, ça saute. Et là, elle est complètement en l'air et c'est parfaitement net. Là, j'ai le début de la chute, il est parfaitement net et j'en ai une deuxième quand il est en plein vol. Et pareil, le visage est parfaitement net. Pour du sport, c'est hyper important d'avoir un capteur avec une vitesse de lecture très rapide. Et là, c'est le cas sur ce Hasselblad grâce au shutter central dans l'objectif. Et l'avantage à ça, c'est que ça nous permet d'avoir zéro déformation. Quand tu vas faire un panoramique comme ça très rapide, généralement, on va avoir les lignes droites qui vont se pencher. Et même chose sur une raquette, un club de golf ou encore sur les pales d'un hélicoptère. Là, on peut voir que l'hélicoptère, il allait à fond. Il y avait un incendie qui était juste derrière. Et les pales, elles sont parfaitement droites, on n'a aucune déformation. Ça, c'est plutôt impressionnant quand même. Par contre, sur des bateaux, là pour le coup, je suis quasi à 100% de photos réussies. Même quand c'est un petit peu rapide, ça suit complètement. Le problème avec les bateaux et puis dans le sport de manière générale, c'est que le sujet est souvent trop loin. Alors moi, j'avais uniquement le 35-100 mm, donc un équivalent en gros 24-70 sur du plein format. J'avoue que c'est limite et donc là, l'avantage d'avoir 100 millions de pixels, c'est que tu vas pouvoir taper dans ta photo, cropper à fond. Chez Hasselblad, il n'existe pas de zoom type 70-200 ou un 200-600. Par contre, il existe des focales fixes. Donc typiquement, dans la dernière gamme XCD, on a le 135 mm 2.8. Et ce qui est bien, c'est que tu peux lui ajouter un téléconvertisseur x 1,7. Mais bon, le problème des objectifs XCD, même s'ils sont excellents, si tu connais les prix, tu sais ce que je vais dire, ça coûte super cher. Et donc, tu peux pourquoi pas partir sur une gamme antérieure, donc typiquement les objectifs HC, où là, tu retrouveras un 150 et un 210 mm. Donc, on peut voir que le bateau est quand même relativement loin. C'est très beau comme ça et moi, je la laisserai comme ça. Mais si j'ai besoin de recadrer parce que mon sujet, il est trop loin, on va essayer de voir ce que ça donne si je tape carrément à fond dedans. Pareil, ça passe de fou parce que le niveau de détail, il est juste exceptionnel. Et regarde, j'ai encore du détail à fond.
Là on est sur un sujet pas évident puisqu'il y a des bouts, des obstacles dans tous les sens devant les visages et on peut voir qu'il y arrive, hein. Les visages ils sont nets. Il a plu pendant un moment donc j'étais sous la pluie avec le boîtier. Il faut savoir que le boîtier est tropicalisé et il est même certifié il me semble IP54. Et il me semble que c'est l'un des seuls boîtiers sur le marché, en tout cas il y en a vraiment pas beaucoup qui sont certifiés IP54. Donc le boîtier j'ai été plusieurs fois avec sous la pluie, je l'ai même rincé sous un petit jet d'eau parce qu'il était rempli de sel de mer et il n'y a pas de problème avec. Ce que j'ai trouvé quand même assez exceptionnel avec ce boîtier, en plus des couleurs, le niveau de détail et tout ça, et bah, c'est la dynamique et finalement la restitution de tous ces détails dans les hautes lumières et les basses lumières. Regarde-moi le ciel, tu as une quantité d'informations qui est juste extraordinaire avec tous ces petits dégradés là dans les nuages. Changement complet d'ambiance, on passe à la photographie macro. Et il faut dire que c'est un boîtier qui sera excellent dans ce domaine. Le 3500 que j'ai ici, c'est un petit peu comme un 24-70 que j'ai sur mon boîtier. Et bah, c'est un objectif qui est hyper polyvalent et donc tu pourras faire de la macro avec. Et en plus, bah, comme tu peux recadrer à l'infini dans ta photo, c'est vrai que tu peux déjà obtenir de super clichés avec. Avec celui-ci, tu pourras t'approcher à une distance minimale entre 40 et 50 cm, ce qui est déjà pas mal. Mais le top du top, ça reste quand même d'avoir un objectif macro dédié pour avoir un rapport de grossissement encore plus grand. Avec ce boîtier, on a la monture X, donc il faudra regarder les objectifs X et D. C'est les objectifs dernière génération. Par exemple, en objectif macro, ils ont le 120 mm de la gamme X et D. Mais sinon, si c'est pas ton objectif principal, tu peux très bien partir sur un objectif d'ancienne génération, donc de la gamme HC. Et là, on a le 120 mm macro. J'ai pas beaucoup fait de macro avec, mais j'ai quand même quelques clichés à te montrer. Alors, on commence ici avec cet insecte, puis même au niveau du cadrage, c'est pas le top du top. Par contre, ouais, tu vois, regarde le niveau de détail que j'arrive à obtenir. D'ailleurs, regarde-moi ce bokeh là que j'obtiens avec le XD. Voici quelques photos de fleurs. Bon, je vais arrêter de faire ça tout le temps, mais regarde-moi ce niveau de détail, tu vois tous les petits poils et tout ça. Ici, si je zoome au centre, c'est magnifique, tu vois les textures et tout ça, et j'avais même pas vu, on a une petite mouche qui est juste là. Bon, là pour le coup, elle est hors zone de netteté, mais c'est pas grave. Ça, c'est une photo que j'ai prise en manuel, je me suis mis à la distance minimale de mise au point, et bah ouais. Et alors, il faudrait que je mette un petit denoise, on va faire ça en direct. Waouh, ouais, bah encore une fois, hein, c'est exceptionnel. Il y a une chose que je n'ai pas beaucoup faite avec ce boîtier, et pourtant c'est bien dommage parce qu'il y a clairement un potentiel de fou, c'est la pose longue. En fait, il faut savoir que en temps normal, la pose longue, ça se fait sur trépied, tout simplement parce que la stabilisation du capteur est généralement pas suffisante pour pouvoir absorber toutes les vibrations. Ici, il faut savoir qu'on est sur l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure stabilisation capteur sur le marché. Elle est annoncée à 10 stops, là où un Sony A7 V par exemple est à 8,5. Ouais, il y a clairement un gros gain et ça va te permettre de faire des photos pose longue à main levée allant jusqu'à par exemple 8 secondes. Moi, c'est le maximum que j'ai fait. Alors par contre, pour être clair, 8 secondes, il faut être assis comme ça sans bouger sur un sac à dos. Mais c'est possible de faire ça sans trépied. On pourrait penser qu'avec 100 millions de pixels, la photo elle serait remplie de bruit. Et en fait, pas tant que ça puisque le capteur est beaucoup plus gros qu'un plein format. Et donc finalement, en termes de taille de photosite, entre un 45 millions de pixels ou 61 en plein format et ce 100 millions de pixels en moyen format, et finalement c'est équivalent en termes de taille de photosite. On est sur une photo de coucher de soleil, je peux te dire qu'il faisait vraiment sombre. Je suis à 400 ISO f4, 1/8 au niveau de l'obturateur. J'ai pas fait de pause longue, pourquoi? Et bien tout simplement parce que sinon mon bateau, comme il bouge en permanence, il serait complètement flou. Même à partir de 1 seconde, 2 secondes de pause, c'est complètement flou. Et d'ailleurs, dis-moi ce que tu préfères. Là, on est sur 1/10 de seconde et là, on est sur 6 secondes de pause. Donc la mer, on peut voir qu'elle est toute lisse. Bon, ça, c'est une photo prise de nuit. Je suis à main levée. 1/10 de seconde. J'ai pas fait de pause longue. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'il s'agit d'un incendie. Et donc, si je fais une pause longue, on verra pas les flammes et tout. Donc, je suis à 3200 ISO. J'ai mis un denoise déjà parce qu'il y avait quand même pas mal de bruit. Mais regarde ce niveau de détail. Donc, je suis quand même très loin de l'incendie. Je suis pas à côté. Et tu vois, quand tu tapes dedans, on voit les flammes quoi. On voit les flammes, on voit les arbres. Alors est-ce qu'un seul appareil photo comme celui-ci, ce X2D2 peut tout faire? Alors la réponse elle est compliquée. Déjà je pense qu'il faut mettre un petit peu de côté pour le moment la question du prix. Je pense que c'est l'un des plus gros freins à l'achat d'un boîtier moyen format. Un boîtier moyen format comme chez Fujifilm ou encore chez Hasselblad coûte quand même un certain prix, mais les objectifs c'est encore pire, ça coûte extrêmement cher et si tu as besoin de plusieurs objectifs, c'est sûr que la facture peut vite monter et d'ailleurs je te conseille de regarder vraiment les objectifs dont tu as besoin avant d'acheter un boîtier comme celui-ci. Donc si on met de côté la contrainte du prix juste quelques instants et qu'on s'attarde vraiment sur les performances, est-ce que ce boîtier est vraiment excellent dans toutes les conditions?
La réponse est non. Mais j'avoue que j'ai presque envie de dire oui. On va dire que mon avis a un petit peu évolué par rapport à ma première vidéo où je disais que c'était vraiment pas un boîtier pour le sport. J'ai fait quand même pas mal de photographies sportives avec cet été. J'avais finalement assez peu de déchets, donc oui, on peut faire du sport avec et les photos sont juste excellentes. Pour de l'animalier, eh bien, on n'a pas de prédéclenchement, donc ça c'est un petit peu problématique, mais ça sera quand même possible. Et pour des mouvements très rapides aussi, lors d'un événement sur circuit où il faut absolument que tu arrives à avoir une photo de chaque voiture lors d'un Grand Prix, et bien là la contrainte de la rafale limitée à 3 images par seconde est quand même assez problématique. Donc ouais, finalement ce n'est pas du tout un boîtier qui se limite à de la photographie en studio et de portraits et de paysages. Tu peux globalement tout faire avec, mais comme chaque boîtier, eh bien tu vas avoir une petite contrainte dans chaque condition. Je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire et si jamais ça t'intéresse, je te mets tous les liens dans la description ainsi que les précédentes vidéos que j'ai pu faire avec ce Hasselblad, notamment des vidéos projets et des vidéos tuto. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!